à toutes et à tous et bienvenue dans votre émission 1, 2, 3 Santé, l'émission qui vous veut du bien. L'aveugle, c'est celui qui est privé de ses yeux ou de la vue, c'est le stade ultime de la déficience visuelle. Elle correspond à l'absence totale de la perception de la lumière. On parle de cécité dès que l'acuité visuelle est inférieure à 1 sur 20. La cécité, c'est la thématique de notre émission et on démarre avec notre question du jour. Quelles sont les causes de la cécité? Comment se réinsérer dans la société en tant que malvoyant? Et pour aborder ce sujet, toujours à mes côtés, le docteur José Perianin. Bonjour docteur. Bonjour Jennifer. Nous sommes, comme à notre habitude, très bien accompagnés sur ce plateau d'1, 2, 3 Santé. Tout d'abord de Madame Valérius, vous êtes directrice du Centre de Basse Vision. Bonjour et bienvenue. Bonjour. Et à vos côtés, docteur Calmé Gaston, vous êtes ophtalmologue et médecin référence de ce même centre. Merci de nous avoir invités. Alors, la vision, c'est un organe qui est complexe. On parle des yeux, mais il y a aussi le nerf, le cerveau. On a mis un petit schéma ici. Est-ce que vous pourriez nous le commenter pour qu'on comprenne mieux? Absolument. Alors, le globe oculaire est formé rapidement de la cornée, de l'iris, du cristallin, de l'humeur vitrée, de la rétine et surtout du nerf optique qui va dans le cerveau. Le nerf optique traverse le cerveau et va dans la zone de vision qui est postérieure. C'est pour ça que quand vous recevez un coup sur la tête, on dit qu'on voit 36 chandelles. C'est parce que la zone de perception est postérieure. Alors, les formations partent de l'infini ou du dehors, traversent la cornée, traverse l'iris, la pupille, traverse le cristallin et va sur la rétine à une zone qu'on appelle la macula, qui est la zone de vision principale. Cette macula est formée de cellules qu'on appelle des cônes et qui est responsable de la vision centrale et de la vision des couleurs. Et autour de l'œil, on a ce qu'on appelle les bâtonnets qui sont plus spécialisés de la vision nocturne. Et ces informations sont donc collectées et partent et donnent ce qu'on appelle couramment la vision. Voilà. Alors, dites-moi, sur ce schéma, est-ce que vous pouvez nous dire quelles sont les principales causes de cécité dans nos régions? Alors, en tout cas, aux Antilles, la principale cause de cécité, c'est le glaucome. Le glaucome se définit comme une hyperpression de l'intérieur de l'œil, c'est-à-dire que nous avons ce muscle qu'on appelle le corps ciliaire qui sécrète de l'humeur aqueuse. L'humeur aqueuse, elle est à l'intérieur de l'œil. Donc, deux solutions. Ou la sécrétion est normale, mais l'excrétion qui se passe ici est anormale, il va rester de l'humeur aqueuse dans l'œil. L'œil va gonfler. Ou l'excrétion est normale, mais la sécrétion n'est pas normale, donc il va toujours rester. Et le seul endroit meuble, si on peut dire, de l'œil, c'est la tête du nerf optique. Donc cette pression interne va appuyer sur le nerf optique et va atrophier les cellules. On va dire qu'on devient aveugle par atrophie optique. Alors il y a également des causes au niveau du nerf optique. Absolument, c'est la définition du glaucome, c'est la papille et le nerf optique qui sont atrophiés. Ce qui fait que quand un glaucomateux a perdu des cellules, il ne peut plus les retrouver. C'est-à-dire la cécité par glaucome est définitive, si vous voulez. Après le glaucome, vous avez la cataracte, qui est l'opacification du cristallin. Le cristallin, c'est un tissu extraordinaire, puisque c'est une lentille qui est transparente et qui permet à la lumière de passer dans l'œil. Si cette lentille devient opaque, parce qu'on est âgé, ça s'appelle la cataracte sénile. S'il devient opaque parce que vous avez reçu un coup de poing, ça s'appelle la cataracte traumatique. S'il devient opaque parce que vous avez un diabète, ça s'appelle une cataracte diabétique. Donc il y a beaucoup de formes de cataracte. Le résultat étant l'opacification, ce qui fait que la lumière ne peut plus passer. À la différence du glaucome, si vous enlevez le cristallin et que vous y mettez un implant, vous pouvez récupérer instantanément votre acuité visuelle de 10 sur 10. Bon. Ensuite, troisième maladie, la rétinopathie diabétique. Nous savons que le diabète est une maladie qui est extrêmement répandue chez nous. Et donc, si les gens ne se soignent pas bien, les vaisseaux qui sont là finissent par saigner, finissent par avoir un développement anarchique
et donc peuvent entraîner des hémorragies, des complications extrêmement graves qui font que la rétinopathie est aussi une cause très très importante. Alors, rapidement, il y a d'autres causes de cécité. Énormément. Et par exemple, les traumatismes au niveau de l'œil. En Guadeloupe, c'est un cas très fréquent. Moi, enfin, si je peux parler de moi, j'ai fait ma thèse sur les lésions oculaires chez l'enfant à l'époque où il n'y avait pas de ceinture. À Bordeaux, il y avait une statistique énorme d'enfants qui avaient traversé le pare-brise parce qu'il n'y avait pas de ceinture à l'époque, lors d'accidents. Donc ici, il y a les accidents, il y a les coups de feu, malheureusement. Il y a beaucoup de gens qui deviennent aveugles, ou chasseurs, ou jeunes qui se retrouvent mêlés à des affaires et qui reçoivent on entend tous les jours dans le journal qu'on a tiré sur quelqu'un. Et c'est une cause non... comment dirais-je, qui est assez fréquente plutôt de cécité quand même en Guadeloupe. Oui. Alors, Madame, très bien, merci. Alors, Madame Valerius, quelles sont les principales attentes et les besoins qui vont être exprimés ou qui vont être décelés chez la personne aveugle? Alors, les attentes concernent déjà les actes de la vie quotidienne et qui ont rapport avec l'hygiène, par exemple le fait de se raser, un rapport aussi avec le maquillage pour les femmes, mais aussi le fait dans la vie quotidienne de se servir à boire, de repérer ses affaires. Donc toutes ces choses-là gênent énormément la personne qui est dans la cécité. Alors une personne aveugle peut aussi avoir des difficultés à se mouvoir dans son environnement et puis à l'extérieur également. Ah oui, tout à fait. D'ailleurs, c'est un besoin très important en rapport avec la personne dans cette situation. Qu'est-ce qu'on va faire dans ces cas-là pour l'aider à se mouvoir? Alors, il y a déjà l'entourage, lui apprendre la technique de guide, de façon à ce que la personne puisse aider la personne, l'usager, ou son proche dans cette situation, à se repérer, à se déplacer tout simplement. Mais il y a des formations, à savoir l'apprentissage de la canne, et plus ou moins perfectionné, de façon à ce que la personne puisse, elle aussi, en toute sécurité, se déplacer. Alors il y a une différence, j'imagine, entre la personne qui n'a jamais vu et la personne qui perd la vision à un moment donné. Absolument. Puisque c'est les aveugles de naissance, on n'a pas encore parlé, mais ça existe. Hein. Il y a des pathologies glaucome congénitales, cataracte congénitale, ou même tumeurs. Il y a des tumeurs aussi des yeux congénitales qui font que l'enfant naît aveugle. Et donc, la problématique de l'enfant ou l'adulte qui n'a jamais vu est un peu différente de celle qui a vu et qui a perdu la vue. La notion des repères est tout à fait différente. Oui. Alors, il y a un certain nombre de spécialistes, comme les ergothérapeutes, mais il y a aussi des AVGistes qui vont les aider à se repérer dans le quotidien. Voilà, à gérer la vie quotidienne, les actes de la vie quotidienne. Et ces professionnels, eh bien, sont très proches de l'usager, de la personne dans cette situation, et les aident à se réadapter ou à apprendre de nouveaux moyens, de nouvelles stratégies, eh bien, à vivre chez elle. Eh bien, je vous propose qu'on regarde justement un reportage, non pas avec un AVGiste, mais avec un ergothérapeute sur l'aide à la marche, et on échange dessus après. On touche suffisamment à droite aussi, hein? Voilà, vous avez senti, très bien. Voilà, prenez votre temps et là vous vous détendez vos épaules et vous allez tout droit. Vous concentrez bien. L'objectif premier de l'association, c'est de permettre aux personnes déficientes visuelles de retrouver une certaine autonomie, voire de développer une certaine autonomie. Et c'est pour ce faire qu'il y a une équipe mobile qui se déplace, qui vient à domicile près d'eux. Et en l'occurrence, en locomotion, je viens chercher la personne, je viens les chercher et je me déplace avec eux individuellement. Voilà, donc en fait, au fur et à mesure des besoins, au fur et à mesure des avancées de la personne, nous nous déplaçons dans toute la Guadeloupe. Et nous allons aussi à domicile de toutes les personnes qui en font la demande en Guadeloupe, quel que soit l'endroit. Quand on commence les séances de locomotion, on commence souvent par la technique de guide. La personne me tient
Et au fur et à mesure, on apprend et on développe les différentes techniques qui sont composées de 3 codes corporels. La personne me tient et nous nous déplaçons ensemble. C'est bien elle qui me tient, ce n'est surtout pas moi. Donc ça, c'est déjà une première autonomie. Ensuite, au fur et à mesure, la personne se rend compte qu'elle peut se libérer davantage. Et là, je lui apprends à utiliser la canne. Comme ça, elle est beaucoup plus libre de ses mouvements. Et en balayant avec la canne devant elle, la canne la devance toujours. Et ainsi, elle découvre tout ce qui l'entoure avec différentes techniques. Il y a la technique de canne glissée, la technique de canne 2 temps. Ça dépend de ce que la personne trouve au sol. Et M. Durimel, il est déjà à une étape de son apprentissage où il commence à développer les techniques de traversée. Donc ça veut dire que la canne est maîtrisée. Et au fur et à mesure, je vais lui laisser davantage d'espace, davantage de distance pour qu'il se rende compte qu'il peut réellement réussir à utiliser cet outil seul. Quand l'association a été créée, nous nous sommes présentés auprès des différentes instances qui interviennent auprès des personnes déficientes visuelles. Et il se trouve que du coup, nous nous sommes rapprochés de la MDPH qui nous a donné les coordonnées de M. Durimel. Et c'est ainsi que nous sommes rentrés en contact avec M. Durimel et qu'au fur et à mesure, nous avons pris connaissance de son projet de vie. Nous nous sommes rendus compte de ses besoins. Il nous a formulé ses attentes et ses demandes. Et depuis, nous travaillons ensemble. En locomotion, c'est toutes les semaines. Et avec la naturopathe, c'est tous les 15 jours. L'association m'a apporté une plus. Qui sur le plan physique, moral et confiance. Pour moi, c'est une opportunité qu'on m'a envoyée pour moi. Je me sens bien avec l'association. Donc aujourd'hui, nous avons fait avec M. Durimel des essais de matériel optique adapté à la basse vision. Et là, on l'a fait en extérieur. Donc ça nous a permis d'analyser avec quel matériel il était plus à l'aise ou pas. Le premier essai, c'était en fait les lunettes que porte habituellement M. Durimel. Ce sont des lunettes correctrices, mais avec un filtre solaire habituel. Et ce qu'on a pu constater, c'est que les solaires de la personne lambda ne conviennent pas à la personne déficiente visuelle parce qu'elles ne sont pas de couleur adaptée. Et c'est pour ça qu'on a essayé après les 2 filtres et où M. Durimel disait être plus à l'aise dans le filtre orange puisque c'est effectivement une couleur qui lui permet d'accentuer les contrastes lorsqu'on a cette pathologie-là. Et en fin de séance, nous avons essayé un système télescopique qui a trouvé son approbation par M. Durimel puisque ça lui a permis de lire quelques caractères alphabétiques. Donc l'intérêt de ces essais, c'est de pouvoir après aider M. Durimel à acquérir ses équipements pour qu'il puisse l'utiliser dans ses déplacements. Alors, il y a l'aide à la marche, mais on va aussi développer la psychomotricité qui va compléter en développant les autres sens, développer le sens tactile, le modelage, etc. On dit souvent que les personnes aveugles développent encore plus les autres sens, c'est vrai ? Tout à fait. Le psychomotricien aide la personne à se retrouver par rapport à son corps. Et des ateliers comme le modelage, relaxation, sculpture, aide la personne, à se détendre, mais aussi à développer ce sens tactile qui est si utile quand la personne n'a plus la vision qui soutient son quotidien. Et puis peut-être aussi d'autres sens au-delà du tactile, l'auditif ou autre. Tout à fait. Ce sont des sens compensatoires quand la vision est bien déficiente.
L'appréciation des poids aussi, pour savoir si le verre est vide ou il est plein. Tout à fait. L'appréciation des poids, toutes ces choses-là. Ils sont capables souvent de faire des choses que nous-mêmes, on n'est pas habitués. Tout naturellement, on s'en rend même pas compte. On s'en rend même pas compte. L'audition, l'odorat pour repérer la boulangerie où elle est. Tout à fait. Comme ça. On est vraiment dans le développement compensatoire. On le retrouve plus facilement. Alors, il y a une chose que dont vous n'avez pas parlé, c'est les chiens d'aveugles. On n'en voit pas beaucoup, ou pas du tout ici. Pourquoi ? Bien, avant de mettre à disposition un chien d'aveugle à quelqu'un dans une situation de nécessité, il faut déjà que la personne soit formée. Et les chiens d'aveugles, même s'il y a beaucoup de chiens ici, eux aussi sont formés dans une école. Et la personne qui est formée doit maîtriser son déplacement déjà. Donc, ce sont beaucoup de conditions qui font que ce n'est pas aisé. Et puis, il y a le coût aussi. Le coût de ces chiens qui n'est pas toujours abordable. Alors, il y a beaucoup de clubs cynophiles ici. On va leur suggérer ça pour y réfléchir. Ah. Parce que ça développerait effectivement beaucoup de situations, débloquerait beaucoup de situations, j'imagine. Parce que, est-ce que vous avez-vous des demandes parfois de personnes chez qui on détecte une cécité et qui demandent ces chiens-là ? Non. Excusez-moi, avant de vous répondre, je voudrais juste ajouter que la vie de la cité en Guadeloupe en général n'est pas propice non plus à l'utilisation de ces chiens. Il y a des trous dans les trottoirs, en France, à Paris, on voit tous les gens qui prennent le métro, qui prennent le bus, hein, et le chien leur signale que le feu est ouvert. Ici, mais il ne lui signale pas le trou. Non, mais si, il fait passer à côté. Attention, s'il voit un trou, il le fait passer à côté. Le problème, c'est que la vie de la cité en général en Guadeloupe n'est pas très propice. C'est pas pour ça qu'il ne faut pas travailler dans ce sens-là. Bien sûr. Mais un cynophile qui aurait du travail s'il se mettait à s'occuper de chiens aveugles. Oui, tout à fait. Et alors, il y a des demandes ? Oui, bien sûr. Oui. Bien sûr. Dans tout l'environnement, il faut l'aménager pour tout le monde, mais aussi pour les déficients. Je rappelle qu'en France, il y a 1% de malvoyants sur la population et 1 sur 1000 d'aveugles. Ça fait beaucoup de monde. Donc la proportion est à peu près la même, ça veut dire qu'il y a beaucoup de gens qui sont en besoin. Tout à fait. Alors le retentissement social et cognitif va être important et ça va concourir parfois à l'isolement. Comment combattre cet isolement ? Oui, alors l'orthoptiste, l'opticienne déjà vont aider la personne dans cette situation à développer de nouvelles acquisitions, l'apprentissage de nouvelles acquisitions. Je dis bien l'apprentissage parce que c'est pas tout d'avoir le matériel, mais il faut aussi aider la personne à s'approprier ce matériel. Donc ça commence par exemple par la loupe. Bon, mais il faut un peu plus quand on est en cécité, donc du système grossissant bien plus perfectionné. Et puis on va au niveau de la synthèse vocale, en graduation, selon que la cécité, la déficience visuelle soit sévère, eh bien il y a une graduation au niveau du matériel technique, électronique et autres qui peut suppléer. Il faut apprendre le braille, c'est un apprentissage qui est long, qui est compliqué. C'est un apprentissage. Comme tout apprentissage, ça demande des efforts, ça demande de la régularité, mais aussi, il faut aussi que la personne veuille. Mais c'est vrai que quand elle se rend compte qu'elle est limitée, qu'au niveau de l'information, elle est un petit peu à l'écart, eh bien, elle fait l'effort. Elle fait l'effort et ça donne de bons résultats. Mais heureusement, la modernité nous apporte, et pour les personnes non-voyantes également, beaucoup de progrès. Le livre vocal, les lecteurs d'écran, les téléphones avec contrôle vocal, dit appelle-moi à tel numéro, à telle personne. Est-ce que ça change la vie des non-voyants ? Ah oui, tout à fait. Mais il y a un problème de ressources aussi. Il faut pouvoir se procurer un tel matériel qui n'est pas toujours à la portée du public qui est en ressources plus faibles. Mais alors, ils sont aidés financièrement pour faire l'acquisition de ces choses-là ? Alors, avant 60 ans, c'est plus facile. Parce qu'il y a des organismes, MDPH, pour ne pas la citer, qui soutiennent financièrement. Après, eh bien, on fait appel à l'entourage, à la famille, et puis aux ressources propres. Mais avant 60 ans, c'est plus facile. Alors, on a parlé d'aide à la localisation et au déplacement tout à l'heure. Il y a une application dont on parlait qui s'appelle Siri, on peut le dire, c'est pas de la publicité, qui aide beaucoup les personnes âgées parce qu'il leur permet de se localiser, de se repérer, d'avoir beaucoup de renseignements. Âgées ou pas, âgées ou pas, mais dans le cas, il leur permet de se repérer.
Oui, c'est très intéressant et surtout dans le monde dans lequel nous sommes, un monde audiovisuel. Donc avec l'audio, eh bien, ils peuvent aussi avancer, gérer leur quotidien. Alors, vous concourez aussi beaucoup à l'intégration et au mieux vivre de ces personnes au centre de Basse Vision. Je vous propose qu'on regarde un petit reportage et on en parle après. Bien, Monsieur Fidèle, on se revoit. Donc, après l'entretien initial, nous allons poursuivre l'évaluation avec l'ophtalmo. D'accord? Donc, vous pouvez me suivre en profitant du parcours podotactile. Alors, vous me donnez un petit peu... Voilà. Alors, Monsieur Fidèle, après votre évaluation, je vous confirme que comme vous êtes en situation de cécité avec une faible perception lumineuse, à la réunion de cet après-midi, nous allons discuter du cas et je peux déjà vous dire que vous serez admis. Et vous allez pouvoir suivre le cheminement normal. Vous allez voir tout de suite l'opticienne pour vos problèmes de perception de lumière. Alors, donc suite à l'évaluation et à la réunion de synthèse, vous avez été admis. Donc, vous aviez une question particulière? Oui, parce que comme je suis ébloui par le soleil parfois. D'accord. Et je voulais savoir qu'est-ce que vous proposez. Donc, nous avons des filtres thérapeutiques. Donc, ce sont des filtres spéciaux pour les personnes en situation de basse vision qui permettent d'atténuer la luminosité. Donc, au cours de l'accompagnement, on ira essayer les filtres à l'extérieur. Comme ça, vous choisirez celui qui vous convient le mieux. Okay. D'accord? Okay. Alors, nous allons continuer l'apprentissage de la machine à lire. Donc, vous allez poser la feuille. Voilà. Continuez jusqu'à sentir qu'elle bute. Voilà, parfait. Et maintenant, vous allez lancer la lecture. Appui. Voilà. La page va être scannée. Veuillez patienter. Bonjour, Monsieur Fidèle. On se retrouve dans l'espace formation. Venez donc. Vous avez bien avancé dans votre parcours. Oui. Vous êtes satisfait, pas mal de besoins sont comblés. Et je vois que vous avez même bien maîtrisé le bloc-notes braille. Oui, le bloc-notes braille, ça permet de prendre des notes. Et c'est comme un petit ordinateur. Il y a des fichiers. Et ça permet de faire un traitement de texte aussi. Dictionnaire de fichiers. Traitement de texte. Traitement de texte flash disk fidèle.nstx. Lorsqu'on va dans les fichiers, on appuie sur le bouton. Fichier. Éditer. Rechercher. Affiche. Document. Document suivant. Document précédent. Sélectionnez le document. B. I. E. N. N. Saut de ligne. DE. Ainsi, Monsieur Fidèle, vous êtes arrivé à maîtriser le bloc-notes braille et vous avez un bon outil pour pouvoir travailler avec nous. Donc, votre recrutement est envisagé et on va pouvoir collaborer très bientôt. Alors, les personnes qui viennent au centre nous sont adressées par un ophtalmo ou un établissement hospitalier ou autre. Et ces personnes-là, eh bien, elles commencent par être en préadmission avec le pôle évaluation composé des 3 os, l'ophtalmo, l'orthoptiste, l'opticien, mais aussi de la partie psychosociale, un psychologue et une assistante sociale. Et M. Fidèle, par exemple, a été évalué et après, il a profité des services du pôle accompagnement qui est adjoint au pôle évaluation. Et il a profité du braille et d'une formation supplémentaire qui fait qu'actuellement, eh bien, il se retrouve après cette formation et après avoir bénéficié des dispositifs pour l'insertion professionnelle des personnes en situation de handicap, à savoir la GFIP, pour du matériel aussi, Cap Emploi, eh bien, il se retrouve avec nous dans l'équipe. Il a été recruté et c'est notre collaborateur. Alors on le voit, c'est un beau parcours d'accompagnement sur le plan de la santé, mais aussi d'insertion professionnelle pour ce monsieur qu'on vient de voir dans le reportage. En effet, parce que c'est quelqu'un qui espérait pouvoir travailler malgré sa situation de cécité. Il y en a beaucoup qui espèrent travailler. Ah oui, tout à fait. Mais est-ce que c'est pas l'arbre qui cache la forêt?
Oh, c'est beaucoup dire. Est-ce que les entreprises embauchent facilement? C'est beaucoup dire. Pourquoi? Parce que souvent, c'est la formation qui fait défaut à la base. Et si la personne est formée, elle peut être adaptée à son poste. En plus, il y a le problème de dispositifs qui aident. On sait que la loi autorise, enfin demande aux entreprises d'embaucher des personnes en situation de handicap. Mais si on s'informe, on peut répondre aux besoins de telles personnes dans le domaine professionnel. Il y a des aides pour les accompagner, pour leur permettre de devenir un citoyen à part entière. Tout à fait. Tout à fait. Alors le lien entre vous, docteur, et le corps médical, et puis toutes ces aides, toutes ces associations, comment il se fait? Est-ce qu'il est bien établi? En Guadeloupe, en tout cas, c'est difficile parce que nous, tous les ophtalmos en Guadeloupe en général savent que le centre de basse vision existe et ils nous envoient des patients qui nécessitent qu'on s'occupe de leurs problèmes. Mais on a souvent des difficultés avec certains organismes. Je ne veux pas les citer, mais on connaît le système, le fonctionnement des différents organismes. C'est lent, il y a du retard. Et il y a des gens, par exemple chez nous, il y a des patients qui font des demandes et un an après, ils n'ont pas de réponse, par exemple. Hein? C'est un vrai problème. Hein? Alors, ils sont déçus. Nous avons une assistante sociale qui fait le travail, mais c'est souvent très très lent au niveau des différents organismes qui doivent aider ces patients-là, qui ont de grands besoins. Ils sont en demande, si vous voulez. Alors il y a encore certes des progrès à faire, mais ça n'empêche pas certaines personnes en situation de cécité de briller dans d'autres domaines, notamment la musique, le chant, etc. On pense à notre Louane Pommier, qui en plus vient d'être prise dans une grande école aux États-Unis. Il y a quand même de belles choses qui se passent malgré effectivement parfois ces petits retards sur ces petites déficiences. Et puis ces gens-là ont de grandes qualités. Alors je voudrais vous offrir une pensée. Madame, on ne voit rien qu'avec le cœur, on ne voit bien qu'avec le cœur. L'essentiel est invisible pour les yeux. Excellent. À partager avec tous les non-voyants. Excellent. Merci bien. Merci beaucoup. Et on terminera sur cette jolie phrase. Merci, docteur. Mais vous êtes un petit peu poète, dites-moi. Oh, c'est Victor Hugo qui a dit ça. C'est Victor Hugo qui a dit ça. Il a volé. Bon. Vous m'avez enlevé la paternité. On lui a volé la vedette. Bon, c'est pas grave. On terminera sur ces belles paroles tout de même. Merci à vous. Merci, chers téléspectateurs, de nous avoir suivis. On se retrouve très rapidement pour une nouvelle émission. Et on se quitte avec notre synthèse en créole. Bien bonjour tout le monde. Nous voyons aujourd'hui là qu'il a cécité. C'est là où pas qu'à voir. C'est soit vous faites comme ça, ou bien quand on calme et qu'a dit nous, c'est à cause des maladies, comme diabète, qui a détruit la rétine là petit à petit et empêché de voir. Là où vous pas qu'à voir, c'est toute vie qui chamboule. Ou peut pas conduire voiture, ou qu'à perdre tout repérage, conseiller là, ou obligé de développer tout l'autre sens soutenu qu'on manier, senti. Et moi, Valérie, qui est directrice à Centre Basse Vision à Bastet, t'es qu'à expliquer nous en qui genre yo qu'à prendre ces malades-là en charge et vers tout spécialiste qui tini. Comme par exemple, un orthoptiste, un psychologue ou un ergothérapeute. Pour apprendre yo quoi? Pour apprendre yo déplacer yo, repérer yo et vers tout ça qui est moderne comme numérique, informatique, yo qu'à aider yo lui aussi. Tout ça pour sentir bien à dans vie personnelle et professionnelle à yo, mais aussi en disant à la société là. Merci pour écouter Azot, à dans d'autres numéros.